Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Je te rassure, on va encore parler de liberté de presse dans un petit instant. C'est à l'occasion de ce discours du président de la République, le 19 mars. On ne pouvait pas ne pas en parler. C'est vrai que ça s'est passé jeudi dernier. Une semaine après, ça reste vif dans les esprits. C'est que vraiment ce message a marqué. Je vais quand même rappeler quelques petits extraits, si vous voulez bien, pour reconstituer quand même le contexte. Des pseudo-hommes politiques soutenus par une presse qui n'a aucun souci de son éthique professionnelle. C'est d'ailleurs justement ce passage soutenu par une presse qui n'a aucun souci de son éthique professionnelle qui a disparu du communiqué de la présidence, en tout cas sur le site. Je redoute la nocivité de ceux d'entre nous qui se sont laissés glisser sur la dangereuse pente de la politique de la terre brûlée dans le dessein d'arriver au pouvoir, même en mettant notre État en ruine, en marchant sur les cadavres des enfants de notre peuple. Alors, avant de poser la question de savoir quelles conséquences ce discours peut-il avoir, je vais quand même vous demander ce qui vous marque le plus. Est-ce que c'est l'énigme qui entoure justement sa rédaction, la rédaction de ce discours, ou est-ce que c'est la virulence de ses propos? Abed. Quelle est la question? Qu'est-ce qui nous a marqué la formule? Bon, je crois qu'il y a une explication de grille. Là encore, on est devant une situation où il y a plusieurs tiroirs. Donc, il y a le premier tiroir, moi, il ne me gêne pas. Le chef de l'État qui critique violemment les autres, à la limite, ce n'est pas un problème. Il a le droit de le faire. Il a le droit de considérer que la presse algérienne est mauvaise. La presse algérienne a le droit de considérer que c'est un mauvais chef d'État aussi, donc c'est réciproque. Donc là, on est dans un jeu de rôle. Fondamentalement, ce n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est le deuxième tiroir, c'est la déliquescence de l'État. L'État algérien n'est plus capable de produire un discours du président de la République, un discours officiel, et de le publier et de l'assumer. C'est ça qui me gêne. C'est le fonctionnement de la République, de l'État. Oui, moi je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire l'État algérien de 2015 ne sait plus faire ce qu'il faisait facilement sous Boumedienne, c'est-à-dire faire un communiqué lisible, interprétable correctement et diffusé en direction de l'opinion. Là, on publie quelque chose, on revient un peu en arrière. Green nous explique que c'était le brouillon qui est passé. Enfin, c'est une explication alambiquée. Mais voilà, c'est vraiment affligeant, quoi. C'est-à-dire, ça donne une image de l'état des lieux. À mon avis, le flou essentiel aujourd'hui est de savoir est-ce que c'est vraiment le président de la République qui est l'auteur de ce texte. On disait il y a quelques mois que ce n'était plus lui qui signait les décrets présidentiels. Et aujourd'hui, on sait que le président n'est pas en excellente forme. On sait que ce n'est pas lui qui rédige évidemment tous les communiqués. Mais apparemment, dans ce communiqué, il y a eu beaucoup d'interventions pendant son écriture et surtout après sa rédaction et surtout après les réactions qu'il y a. Donc, qui écrit aujourd'hui les communiqués de la présidence de la République? Qui écrit les discours du président de la République? C'est secondaire. Un chef d'État n'a pas le temps d'écrire ses discours. On connaît à peu près les procédures. On connaît les procédures. Il y a un discours à faire, lui il donne les grandes orientations. Il y a des gens qui écrivent, il le relit ou il la met. Ça, c'est vraiment secondaire. Le chef de l'État assume son discours. C'est ça qui est fondamental. Là, on est dans une situation où le président n'assume pas son discours. Et on essaye de trouver... Concernant la presse, oui. On essaye de trouver une astuce pour nous dire non, le président, tout compte fait, c'est pas ce qu'il a envie de dire sur la presse, il l'a pas dit. Et on nous laisse entendre qu'il y a des gens qui ont manipulé son discours. C'est encore plus grave. Parce que maintenant, sur le président qui méprise l'opposition, je persiste ici, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est un homme qui méprise son pays complètement. Le fait d'aller à un 4e mandat, dans la situation où il est, c'est un mépris total pour les gens, pour les institutions, pour les partis, pour tout le monde. Donc, à partir du moment où il entre dans le 4e mandat, il peut tout se permettre, ça n'a plus de sens.
Le mépris avait commencé, je vous le rappelle, quelques semaines avant les élections présidentielles de 99. Nous sommes en mars 99. Le président est interviewé par une chaîne française et il dit, je cite, « Si le peuple algérien veut rester dans sa médiocrité, alors je vais rentrer chez moi. » Ceci dit, moi je voudrais quand même, pour qu'on avance, qu'on arrête de se poser des questions, est-ce que c'est le discours est celui de Bouteflika ou non? Il est celui de Bouteflika, c'est son conseiller qui l'a lu et il l'a assumé. Maintenant qu'il retire le bout de phrase sur la presse, ça fait partie des choses qu'on met sur le fond. C'est son discours. Du moment qu'il sort, c'est son discours. Il faudrait en finir avec ça. Un dernier point peut-être, pour une fois que j'ai l'occasion de ne pas laisser Ihsan parler, un dernier point peut-être, c'est pour dire que quand le président s'est exprimé, il assume son discours complètement et que les gens n'ont pas à savoir, n'ont pas à connaître les détails du tout. Alors, sur la déliquescence, les tiroirs dont parle Abd, moi, je ne veux pas m'arrêter sur le tiroir qui gêne Abd. Je ne peux pas tirer la conclusion de la déliquescence générale de l'État uniquement sur cette péripétie du communiqué. C'est une institution qui a bafoué. Il faut rappeler que l'AFP a annoncé la mort de Martin Bouygues, et que TF1, qui est une télévision dont Martin Bouygues, en France, est propriétaire, a repris le communiqué de l'AFP. Est-ce qu'on va conclure que c'est la déliquescence de ces deux institutions définitive? Pour l'AFP, c'est une erreur monstrueuse qui va s'inscrire... Pour l'AFP, c'est une erreur monstrueuse qui va s'inscrire dans les annales de son histoire. Mais est-ce que c'est comparable? Pas rien. C'est pas comparable, on parle d'un État, d'un président. C'est une presse aussi responsable, puisque les deux rédacteurs en chef responsables de cette dépêche, qui avaient près de 20 ans de carrière, ont été démis de leurs fonctions. S'il vous plaît, est-ce que c'est comparable, Ihsan? Oui, non, j'ai dit, personne n'a tiré les mêmes conclusions. Personne n'a dit, c'est la déliquescence. Enfin, on peut multiplier les exemples. Hein. À l'Élysée, on a laissé sortir le livre de Valérie Trierweiler. Dans n'importe quel État, le président de la République aurait fait plus attention à ce qu'allait éditer son ex-compagne. Donc, on peut multiplier les situations où la conclusion déliquescence globale n'est pas nécessairement valable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déliquescence. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, le critérium, ce n'est pas cet incident. Je dis juste que M. Qadi Ihsan déraille complètement. Il minimise. Non, je veux dire que ça arrive aussi ailleurs. C'est pas le problème. Je ne veux pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas m'arrêter à ça. Bon. Attendez, par contre, ce qui s'est passé, et moi je pense que c'est plutôt ça qui est important, dénote le niveau de nervosité du pouvoir, dénote de ses véritables intentions. C'est un acte manqué. C'est un acte manqué qui nous dit que la tentation de la répression, dont moi j'ai déjà parlé au Café Presse, qui s'est révélée à plusieurs reprises ces dernières semaines, à Ain Salah avec la première répression, à Al-Rouat avec les condamnations lourdes des militants chômeurs, etc., est en train de se mettre en place. Cette tentation est en train de se mettre en place. Elle est passée dans la formulation du langage, et c'est ça que je veux retenir. Je vais quand même encore une fois rappeler des propos. Quand il dit « Ghardaya a meurtri nos cœurs, vous êtes mes frères, je vous aime en religion », Ain Salah, c'est la prunelle de mes yeux, je suis peiné, je suis affligé. Ce ne sont pas des mots confiants, effectivement, ni posés d'ailleurs. Alors, selon vous, de quoi est-ce qu'ils sont porteurs? De quoi ils sont porteurs? Alors, au risque de me faire accuser encore une fois de faire le procès de l'opposition, je pense, moi, ma lecture de la riposte excessive, c'est-à-dire du discours présidentiel, c'est une accusation qui est grave quand même, lancée par Abdelrazak Boukari, que tout le monde a eu tendance à ignorer, c'est de dire que le quatrième mandat, c'est la contrepartie du gaz de schiste, c'est-à-dire que le pouvoir algérien a négocié le quatrième mandat de Bouteflika avec l'étranger. Et donc, j'imagine que c'est à partir de là que la réaction de la présidence, qui est démesurée et contre-productive, s'est faite aussi lourde et aussi menaçante et aussi agressive.
l'accusation est quand même grave, celle de Mokari. Hein. Ce n'est pas du discours politique vide, hein. C'est une accusation précise. Et il y a eu peut-être aussi un cumul de choses et d'événements. Il y a eu ça c'était il y a quand même un petit bout de temps. Il y a eu aussi le rapport des... Peut-être, je vous pose la question. C'est porteur de quelque chose. Enfin, jusqu'à maintenant, qui a géré la situation de tension et de crise, notamment à Ain Saleh? Ce sont des intermédiaires qui ne sont pas réellement politiques. Le patron de la DGSN, M. Hamel, le général-major commandant en chef de la 6e RM, Tamniya. Bon, enfin, je ne sais pas qui d'autre est parti, mais bon, celle-là, elle est partie. Mais il y avait une demande d'expression politique du président de la République. Il a repris la parole. Il peut pas parler, donc c'est une métaphore. Il a repris la parole par un texte. Il a repris la parole par un texte où il a essayé de baliser un petit peu et puis essayer de dire que nous sommes là, qu'il y a un État capable aussi de prendre des décisions, d'être ferme, tout en combinant un état d'âme sur je suis peiné. Effectivement, il y a une combinaison, une tentative d'attirer l'attention sur le fait que Hadrouni, je suis peut-être fatigué et c'est pas bien de me faire ça en ce moment. Il y a peut-être une dimension de ce type-là, mais la fonction première de cette prise de parole entre guillemets, c'est essayer de baliser le terrain et d'indiquer qu'on peut aussi aller vers la répression. J'insiste beaucoup, c'est ce qu'il faut retenir en premier, la possibilité de la répression. Mais c'est une manière de dire aussi exactement la répression. C'est une manière de dire aussi que le gouvernement n'est pas prêt de reculer. Et les propos du président du MSP qui ont été prononcés il y a quelques jours en témoignent. Le 4e mandat, c'est le mandat du gaz de schiste. Ça veut dire qu'il y a eu toujours des promesses disant qu'il n'y aurait que de l'exploration, mais beaucoup d'experts ont dit, notamment le Premier ministre, qu'on ira vers l'exploitation, comme ils ont dit, ajilan am ajilan. Qui a dit cette phrase? C'est la ministre de l'Environnement elle-même, Dalila Boujama, qui l'a dit. On ira vers l'exploitation du gaz de schiste. Le discours du président le dit. Il n'est pas question de reculer sur le gaz. Le message le plus fort, c'est bien ça. Il n'est pas question de revenir sur le gaz de schiste. Il fait un aveu d'échec en même temps. Hein. C'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec quand il dit, je peux rappeler encore, devrons-nous admettre que sans une connaissance des potentialités de notre sous-sol, nous ne pourrons pas, il sera impossible de planifier les étapes de développement futur. C'est un aveu d'échec. Et en même temps, nous allons aller jusqu'au bout. Prosaïquement, c'est que pour pouvoir les exploiter, il faut quand même commencer par l'explorer. C'est ça, il défend la démarche qui est en mesure, c'est-à-dire qu'on nous explorons pour pouvoir éventuellement exploiter dans 10-15 ans. Voilà. Moi, je reste que sur le gaz de schiste, c'est pas ça. Pour moi, ce qu'a dit Zouiouis, ça reste l'attaque la plus rude contre l'engagement sur le gaz de schiste, c'est sur Hassir Mal. Mais la riposte brutale de la présidence, c'est que on a un peu la jonction sur les intérêts du régime qui sont attaqués, hein, c'est-à-dire le gaz de schiste, l'accusation implicite d'avoir fait un arrangement avec l'extérieur pour que Bouteflika reste au pouvoir en contrepartie du gaz de schiste, c'est ça qui explique la réaction et même la menace de répression qui a agité. On commence pas uniquement à découvrir, à approfondir ce que devait être le 4e mandat. On avait une idée, c'est un chef d'État qui est là et les choses sont gérées. Tout le monde navigue à vue jusqu'à un certain point. On ne s'est pas rendu compte que le pays est en crise et que, en fait, ce qui se passe, c'est une accumulation des problèmes et que les problèmes dégénèrent. J'en reviens toujours à cet exemple du gaz de schiste. Faut-il exploiter ou non? Ce n'est pas un problème. On va prendre l'hypothèse, oui, l'exploitation du gaz de schiste serait une bonne chose. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à cause du 4e mandat, on ne peut pas exploiter le gaz de schiste avant 10 ans. Donc, le 4e mandat a fait que le pays est en train de se ligoter lui-même. Non seulement le pays ne résout pas ses problèmes, mais il se crée des problèmes supplémentaires qu'on pouvait éviter. C'est la nature du 4e mandat. Curieusement, cette semaine, sur Al-Khabar, justement, il y a Hasni Abidi, qui est politologue, qui a posé, en répondant aux questions des journalistes à propos de ce message du président, à comparer ce message au dernier, justement, de Bourguiba, au pire de sa maladie,
au moment où il disait sa femme a pris les rênes du pouvoir et géré les affaires en s'associant à des hommes politiques. Sa nièce aussi a joué un rôle extraordinaire. Et Psi, d'ailleurs, le président tunisien, a écrit un livre où il raconte justement ce passage et il dit qu'il en a même été victime. Alors, est-ce que vous trouvez que cette comparaison est pertinente ? Elle peut le devenir très vite. Elle peut le devenir très vite. C'est-à-dire que tout est permis aujourd'hui parce qu'on n'a pas de visibilité, on n'écoute pas le président parler en direct, on ne sait pas ce qu'il fait. Saïd Bouteflika a pris un poids considérable dans les arbitrages. On va plus loin. Pourquoi tu dis qu'elle peut le devenir? Elle l'est déjà. Il y a un détail. Moi, je pense qu'elle l'est. Il y a un détail. Il faut être pour une juste. raison qui est très simple. Il y a un détail. Il y a un détail. Il faut être juste. Bourguiba, sur ces dernières années, effectivement, khref. Ça, on le sait. Dans le cas de Bouteflika, il a encore sa tête. On va rendre justice à son meilleur supporter, le ministre du Commerce, M. Amar Ben Younes. Il a encore sa tête. Elle tourne peut-être 2-3 jours par jour, mais il reste cohérent. Donc c'est pas encore tout à fait la situation de Bourguiba Fendren. Pas tout à fait. Mais elle peut très vite le devenir. Il est incontestable de dire qu'à la fin des années Bourguiba, il était sénile. On a parlé officiellement de sénilité, que son épouse, sa deuxième épouse, avait beaucoup de pouvoir, mais il a eu assez de pouvoir, assez de lucidité d'abord pour divorcer et pour changer les donnes à la fin des années 80. Mais la chose à dire aujourd'hui... à cet âge-là, je ne sais pas si c'est de la lucidité. C'est pourtant ce qui s'est passé. Je n'ai pas terminé. Mais en termes politiques, ce que je dis en termes politiques, mais allez, je te tends la perche. Un pouvoir qui n'est pas exercé par celui qui en a la légalité constitutionnelle est exercé par d'autres. Bouteflika a un certain nombre de prérogatives constitutionnelles. Saïd en a pris une partie, Gaïd Salah une autre partie, Ali Haddad prend une autre partie. Et grande question. Et donc ça se délite. Et en principe, dès qu'il y a un tout petit pan de pouvoir qui échappe au chef de l'État, on doit se poser des questions et dire on arrête ou bien on vire le chef d'État. Normalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Une seconde, Saïd. On fait la comparaison entre Bourguiba et Bouteflika. On sait de quelle manière se sont terminées les années Bourguiba. Est-ce que ça va être pareil en Algérie? En fait, à la différence près, quand même, il faudrait quand même... il faudrait quand même rappeler la réalité du système. En Tunisie, Bourguiba était le pouvoir totalement. Je suis désolé de le dire, Bouteflika, durant tous ses mandats, n'est pas le pouvoir totalement. Il pouvait être 3/4 de président, mais il n'est pas les 4/4. Et donc, du coup, la comparaison n'est pas tout à fait justifiée entre la Tunisie de Bourguiba et celle de Bouteflika, qui est un cas inquiétant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inquiétant. C'est une situation inquiétante, dangereuse, grave, compliquée, mais ce n'est pas comparable avec la Tunisie. Il faut reconnaître que le Bouteflika de 2005 est beaucoup plus puissant que le Bouteflika de 1999. Il avait lui-même dit dans une interview quelques jours après son élection, une question qui lui a été posée par une Suisse, je pense, il avait dit, il avait mis au défi les généraux. Ça veut dire il ne s'est jamais gêné, Bouteflika. Il a dit je ne serai pas un 3/4 de président, et il a prouvé tout au long des années, avec le départ de Mohamed Al-Ammari après sa réélection en 2004, après c'est lui qui a choisi de mettre Ahmed Gaïd Salah. C'était la première fois depuis longtemps qu'un président de la République désignait lui-même le chef d'état-major en toute liberté. On ne va pas fermer cette parenthèse et terminer cette première partie sur ce message sans se poser la question, c'est de savoir jusqu'où peut aller le président dans ses menaces. En tout cas, ça a été perçu comme ça par l'opposition et la presse s'inquiète aujourd'hui. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Quelles décisions on peut avoir? Moi, je ne partage pas nécessairement la vision très pessimiste de Hersen. Hein. Ça fait partie de l'animation politique qu'il est en train de faire. On a de manière concentrée pendant des semaines, c'est l'opposition, la CNLTD qui parle, qui hausse le ton, et à un moment ou à un autre, il fallait que ce n'était pas Saadani qui pouvait répondre, ni XY. Il y a eu un message présidentiel. Et à mon avis,
je ne suis pas certain que ça va déboucher sur une répression telle qu'on l'imagine. Mon avis sur la question rapidement, très vite, puisque je crois qu'on arrive à la fin de ce chapitre. À mon avis, si la tentation, elle est là, elle est claire, elle est là, parce que la réponse habituelle d'acheter de la paix sociale par des... Ça s'est fait avec l'enseignement, avec le CNAPES, mais dans un deal un peu alambiqué, qui fait que, bon, il va y avoir encore on va encore débourser de l'argent pour gagner la paix sociale. Mais si la répression n'a pas encore été utilisée de la façon dont on souhaiterait qu'elle le fasse, c'est parce que je pense que Bouteflika, dans son attitude traditionnelle extrêmement paranoïaque, a peur que ce soit un piège vers lequel on veut le pousser. C'est-à-dire en arriver à une confrontation ouverte rapidement. Et après, il a mis longtemps à sortir du printemps noir 2001. Le printemps noir a fait monter la candidature Benflis. Donc il se dit, si jamais il rentre en conflit ouvert... C'est une grande menace. Voilà, lui, il va se méfier parce que ça peut déraper, ça peut se retourner contre lui. On peut aussi ajouter un élément qui peut peut-être être amusant, hein. C'est-à-dire que la présidente soit obligée de hausser le ton vis-à-vis des partis est peut-être le signe que l'ASM fait la grève, hein. Le DRS fait la grève, ne manage plus le champ politique et que chacun... Il n'y a plus de pilote sur le champ politique. C'est intéressant, mais c'est ça la réalité. Moi, je n'écarte pas une autre hypothèse, c'est que cette fermeté de ton fait l'objet d'un consensus au sein du pouvoir, contrairement à ce qu'on croit, et que dans ce consensus, on rappelle les fondamentaux aux différentes composantes du pouvoir, comme l'a dit Saïd. Attention, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. Le gaz de schiste, on ne peut pas jouer. Et c'est un rappel, y compris à l'opposition, à Benflis, à Mokri, etc. On leur dit, demain, vous allez rentrer au gouvernement, vous êtes concernés par le gaz de schiste. On ne peut pas rejeter ça comme ça. Donc, il y a un terrain de jeu, on l'accepte, mais il ne faut pas sortir du terrain de jeu. Et donc, le message du président Bouteflika peut être ferme sur ce plan. Quant à la répression, moi, j'y crois pas. Il y a des choses qui sont finies. Une répression à l'aveugle, type Irak, Syrie, etc., à mon avis, en Algérie, c'est fini, sauf dérapage très grave. Mais dans un jeu normal, à mon avis, c'est à écarter. La publicité, les intimidations, les choses comme ça, ça suffit largement. C'est une nouvelle forme qui va persister, qui va se... Oui. C'est la bonne méthode de gestion. Bon. GDF. Une petite pause et on revient tout de suite après. Alors c'est reparti pour la deuxième partie du Café Presse. On va parler cette fois du procès autoroute Est-Ouest, on va parler de corruption, on va parler d'économie. Et d'abord, ce deuxième grand procès de corruption, cette semaine, c'était hier, qui s'est fini finalement de la même manière que le premier, que celui de Sonatrach 1, reporté, 2 procès au préjudice énorme, au même déroulement finalement, partie civile, le ministère public qui se constitue en partie civile, des témoins absents, un avocat qui n'est pas là. Enfin, au-delà de cet aspect un peu, j'allais dire, comique, on a l'impression que les choses ne vont pas... arriver à terme. C'est pas comique pour les prévenus, hein. Ils sont en prison depuis 6 ans. Mais le déroulement de il y a des prévenus qui sont en prison, il y a ceux qui sont en liberté provisoire. Moi, j'avais reçu Maître Khaled Bourayou la veille du procès, et on avait bien compris que les avocats, surtout ceux de la défense, savaient à peu près, connaissaient le scénario à l'avance. Ils savaient qu'on se dirigeait à 99% vers un report. Ils ont eu écho sur le fait qui avait choqué les avocats de la défense ce jour-là, c'était que le trésor public se constitue en partie civile. Ça veut dire, on l'avait entendu depuis quelques jours, il le savait. Il savait aussi que l'avocat de Mjdoub n'avait pas eu le visa pour venir en Algérie défendre son client. Donc tout le monde savait, mais tout le monde a fait semblant de ne pas savoir que le procès allait finalement être reporté. L'avocat qui Alors, l'avocat, c'est quand même une célébrité, hein, c'est William Bourdon. Qui faisait partie de la FIDH, qui s'était constitué contre Khaled Nezzar à l'époque quand il était en France, au moment où il y a eu cette fameuse histoire où il était au centre culturel algérien, où il est parti de manière précipitée vers le pays. Donc c'est un personnage. C'est une sommité du barreau parisien qui va donner nécessairement à ce procès
s'il est présent, un retentissement international. Et j'imagine que Mejdoub l'a choisi volontairement parce que c'est un avocat assez particulier. L'avocat du Kitchiki, c'est ça c'est ce que tu... C'est une sommité du barreau. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie. C'est l'un des avocats qui ont lancé la question du Kitchiki sur l'Algérie. Mais dans ce procès, moi, ce que je note, c'est la mécanique qui est la même que celle du procès Sonatrach. Beaucoup de similitudes. Le trésor qui se constitue partie civile, le report, les problèmes de procédure, le problème lié à la désignation de l'avocat dans le procès Sonatrach aussi. Il y a eu un problème d'avocat qui avait fait une déclaration à la veille. Donc, il y a une mécanique qui s'est mise en place, ce qui me laisse supposer qu'il y a une gestion délibérée pour mener ces procès là où ils sont allés, c'est-à-dire vers le report. Et ce que je peux en tirer comme conclusion, c'est que la situation n'est pas encore mûre pour décider qui on va sacrifier et comment. Et donc, on reporte, on va attendre. Hussein. Enfin, je note au passage que Ramdan Lamamra a assez de puissance pour régler le problème malien, mais qu'elle n'en a pas suffisamment pour donner un visa. Ce qui est toujours déplorable. Voilà. On peut pas arriver à cette conclusion. Je ne suis pas tout à fait sûr que l'appareil judiciaire, l'appareil politique ait délibérément choisi de reporter. C'était aussi une requête d'une partie des défenseurs. Nous avons reçu Maître Brahimi la semaine dernière ici, et aussi Maître Bourayou à Radio M. Et ce n'est pas vraiment la démarche de la défense. La défense, pour ceux notamment qui ont des prévenus en détention, la détention provisoire est devenue abominable. Au-delà de 5 ans, c'est plus une détention provisoire. Maître Brahimi le dit, et je pense qu'il a raison de le dire, ça devient une condamnation provisoire. Et donc, la démarche d'une partie des défenseurs, c'était quand même de faire tenir le procès. Après, évidemment, quand il manque 39 témoins dans le Sonatrach 1 et qu'il manque un avocat, l'avocat de l'accusé principal, Chani Mejdoub, dans le procès de l'autoroute Est-Ouest, évidemment, les conditions du report, techniquement, se mettent en place et ça devient inévitable. La défense a bien précisé, d'ailleurs, hier soir, sur l'un des sites d'information, Mokhran El Talbi disait qu'il n'allait rien lâcher et qu'il était normal que la défense fasse son travail. Alors la question, c'est de savoir un petit peu si la défense peut constituer une barrière devant une justice aux ordres aujourd'hui et demain, et dans ces grosses affaires de corruption dont on ne voit pas le bout. La défense peut utiliser les procédures. Est-ce qu'on peut compter sur ça? On peut compter sur les procédures. Maintenant, on tourne autour du pot sur ces procès. C'est les politiques qui ne sont pas là. Sur le procès premier, Chakib Khalib n'est pas cité. Sur le second, il paraît que Roule a été cité, mais de manière pas très certaine. Et donc, on est en train de se demander, ce sont des procès où il y a de la politique, mais où apparemment les politiques ne sont pas concernés. Il y a une différence entre les deux procès. Le procès de l'autoroute Est-Ouest est infiniment plus dangereux politiquement pour le régime que le procès de Sonatrach 1, qui est un procès de passation de contrat entre Sonatrach et des fournisseurs qui restait un peu dans le périmètre de Sonatrach, qui ne touche pas encore Khalil. Khalil n'est pas cité dans la procédure, ni comme témoin, ni comme accusé, évidemment. Par contre, dans l'autoroute Est-Ouest, nous avons, à Maghreb émergent, édité des extraits de l'ordonnance de renvoi. Voilà, en principe c'est divulgation de secrets d'instruction, mais une fois que l'instruction est bouclée, c'est pas tout à fait pareil. Donc on s'est renseigné et on a su qu'on pouvait le faire, qu'il y avait un flou, donc nous l'avons fait. Lies Hallas a publié l'enquête. Monsieur Ammar est cité. Il est cité pour avoir touché de l'argent. Sa commission est citée. Le montant de sa commission est cité. Celui qui a amené les Chinois à prendre le marché est identifié, c'est Pierre Falcon. Le canal par lequel il est passé pour obtenir ce marché est identifié. C'est Bdjaoui à la présidence, Khalil qui a fait les entremetteurs. Il y a d'autres noms qui ont été cités, mais nous sommes moins sûrs de leur implication. Donc nous avons une affaire qui est d'emblée politique. Elle est politique. L'autoroute Est-Ouest a été attribuée politiquement. Et si Ammar Roul n'a pas été puni,
alors que tout devrait l'amener à ne plus être ministre, voire à être prévenu dans une affaire comme celle-là, c'est parce qu'il a accepté l'instruction politique du clan présidentiel. Il s'est comporté en ministre solidaire. On lui a dit, tu prends ce prestataire, il a pris ce prestataire. Il n'a pas voulu regarder pourquoi, il n'a pas voulu regarder qui en bénéficie le plus, et ça nous donne la configuration actuelle. Donc voilà, donc c'est un procès explosif, et c'est dommage qu'il ne puisse pas se tenir aujourd'hui. Oui. Tu dis juste que Amargoul a pris le prestataire qu'on lui a recommandé. Ça suppose que lui n'a aucune part dans cette affaire. Ce n'est pas ce que j'ai lu. Il est acteur aussi dans cette histoire. Mais quoi qu'on dise, moi je reviens toujours à cette histoire de déliquescence des institutions. Quand un président de la République prend un décret, aussi banal que sur l'emballage de l'eau minérale, il y a des procédures qui font que dans la commune la plus éloignée du pays, ce décret est supposé arriver dans les 48 heures et il est applicable, légalement, il est applicable 48 heures après. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnements, des démembrements de l'État qui sont automatiques. Il n'y a rien à... on ne va pas vérifier si ça fonctionnait, ça doit fonctionner. Un justiciable qui a un avocat, il doit y avoir un fonctionnement qui fait que l'avocat obtient le visa, si c'est un avocat étranger. Point barre. S'il n'a pas obtenu un visa, je n'ai pas envie de dire qu'on a refusé ou on n'a pas voulu ou là on a fait délibérément. Non, l'État n'a pas fonctionné. Dans cette histoire, l'État n'a pas fonctionné non plus parce que M. Mohamed Bdjaoui n'a pas été auditionné à ma connaissance, M. Amargoul non plus. Par courrier. Ils ont été... Il a même répondu aux questions apparemment. C'est des gens qui ont été désignés dans un document de la justice. Il y a des journaux qui ont avancé des montants sur les pots de vin qu'ils ont touchés. Voilà, donc c'est des justiciables. Ils n'ont pas été touchés par la justice, donc l'État n'a pas fonctionné. On n'arrive même pas à l'idée d'indépendance de la justice. Non, il y a un fonctionnement de base. Une mauvaise justice, mais qui fonctionne, ça serait bien. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, justement, où sera le salut? C'est-à-dire, finalement, on va aller jusqu'où dans ces affaires? Moi, je pense qu'on va aller jusqu'où. Ça va beaucoup dépendre de ce que vont dire les principaux prévenus. C'est-à-dire que, selon leur stratégie de défense, s'ils se contentent de rester sur leur propre rôle et essayer de se sortir d'affaires contre éventuellement un deal caché, etc., ça donnera un procès mièvre. Si, au contraire, on a un Chani Mjdoub qui est le principal facilitateur, intermédiaire facilitateur, s'il dit quel était son rôle et s'il le décrit du début à la fin, c'est-à-dire le début, c'est sa relation avec les Chinois qui l'ont payé, la fin, c'est sa relation avec les décideurs qui l'ont aidé à rendre plus facile l'obtention et l'exécution de ce contrat, s'il raconte tout, c'est ingérable. Pour la justice, c'est ingérable. C'est-à-dire qu'on aura une situation du style de celle de... j'adore rappeler cette péripétie, Abdelmajid Sidi Saïd, au tribunal de Blida en janvier 2007, qui arrive devant les membres du conseil d'administration de la CNAS, qui reconnaissent tous ne pas avoir signé la résolution par laquelle il a transféré les dépôts de la CNAS, 12 milliards de dinars, d'une banque publique vers Khalifa. Et cette déclaration a fait que quelqu'un qui n'aurait pas dû être prévenu est subitement devenu un prévenu pour info. On peut avoir ce type de situation. On peut avoir son fameux j'assume. Voilà, on peut avoir ce type de situation avec un prévenu comme Chani qui va dire j'ai versé de l'argent à telle ou telle personne pour que le procès avance, pour que le projet de l'autoroute avance. Sauf que pour le problème de Khalifa, on risque... Je suis très pessimiste. Je pense plutôt sceptique. Je ne pense pas que ça va arriver parce que quelqu'un comme Chani a eu 5 ans pour réfléchir à tout ça. Il a eu tous les contacts, toutes les recommandations sur ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et le procès... Il a choisi Bourdon. Attendez. Ça dit des choses. C'est-à-dire, il faut Eh bien, justement, ça serait parfait pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui n'a rien à gagner dans cette histoire. Il a fait 5 ans de tôle. Si jamais il accuse, on va dire, un ministre sans nommer ce ministre, si les organisateurs du procès savent qu'il va nommer ce ministre,
on peut être certain que ce ministre sera grillé avant, évacué, exfiltré ou condamné. Donc, on va le sacrifier. La pièce se jouera avant, mais dans un procès de ce type, tel que je connais, tel que je prétends connaître le fonctionnement de ces appareils du système, ils ne peuvent pas aller au procès avec des inconnus, sauf si c'est des gens secondaires. Il faut pas, Marghoul, c'est un personnage secondaire dans le pouvoir. Il ne compte pas. On peut sacrifier Marghoul et pas Chekib Khalil. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on peut mettre l'hypothèse que M. Chani Majdoub a compris qu'il va prendre la totale. C'est lui, on va tout mettre sur lui, et qu'à ce moment-là, il a dit, d'ailleurs, Miloud Brahimi a fait une sorte de réflexion, il ne fait pas confiance aux avocats algériens et à la justice algérienne, il faut que la justice algérienne permette à son avocat de venir. Il y a un peu de dépit derrière, mais sur le fond, c'est Chani Majdoub a compris qu'il va être le type qui va être sacrifié, et il est dans un procès où il n'est pas question qu'il s'arrête au bon milieu. C'est pour ça qu'il a choisi Bourdon. Oui, c'est une hypothèse forte. Je dis bien c'est une hypothèse forte. Ça suppose que dans le camp des accusés, il y a quelqu'un qui va être sacrifié. Il est désigné. Ça va plus loin que et ça peut aller jusqu'où? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a personne. Sacrifier, ça suffirait pas. En termes de responsabilité politique dans l'autoroute, c'est Roule. Mais Roule, c'est sacrifiable. Discours réaliste de Abd Sharaf, Roule, on le jette. Il n'y a pas un problème. Mais s'il y a une gêne sur ce procès, c'est qu'apparemment, ça va plus loin que Roule. Et ça va plus loin que Roule. Ça permettra peut-être de dégonfler l'affaire. Moi, je suis fasciné par le rôle que joue Marghoul. C'est l'image d'un soldat qui est dans un champ de bataille et qui a des bombes qui explosent autour de lui, tout autour de lui, partout. Tu vois, c'est son chef de cabinet, son secrétaire général, son directeur de projet, le directeur. Donc les bombes. Et lui, il est là, il n'est pas touché, il est costume cravate, tu vois, il tient le coup. C'est formidable. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a un autre problème quand même qui va de soi. C'est le préjudice énorme, ces histoires de corruption. Oui, je voudrais dire juste par rapport au préjudice. Le Trésor public avait tort de se constituer partie civile dans l'affaire Sonatrach. C'est un préjudice qu'aurait éventuellement subi Sonatrach, qui est un contribuable de l'État, le premier d'ailleurs de l'Algérie. Donc le Trésor public n'a rien à faire là-dedans. Dans cette affaire-là, c'est l'argent public qui est en jeu, et je pense que le Trésor public a le droit de se porter partie civile. Et bizarrement, la première fois on a accepté, la deuxième fois on a traîné des pieds. En fait, ce qui est ennuyeux dans cette histoire, c'est que le Trésor public attend le procès pour se constituer. C'est ça. Les avocats d'ailleurs ont soulevé ça. C'est-à-dire, certains ne contestent pas sur le fond qu'ils puissent être partie civile, mais attendre que l'instruction qui s'est déroulée pendant 5 ans pour venir être partie civile, ils peuvent se poser des questions. D'ailleurs, ils le font. Moi, je fais partie d'une génération qui était très jeune quand est sortie l'affaire des 26 milliards. Et on a pensé qu'on fabulait. À l'époque, c'était de la fabulation pure. Déclaration d'Hamid Brahimi, Premier ministre, qui dit que 26 milliards ont été détournés de dollars. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte que dans ces affaires, ce n'est pas le préjudice financier qui est important, c'est le préjudice moral. C'est la dégradation des mœurs et des institutions. Dans l'affaire de l'autoroute, moi, j'ai rencontré un type du FMI au moment du lancement du projet d'autoroute. On a discuté, il m'a dit l'autoroute coûte 6 milliards de dollars. Avec tous les bakhchiches et les commissions qu'on peut distribuer, ça peut aller à 7 milliards. L'Algérie a signé pour 12 milliards. Et le coût final, ça sera autour de 18-20. Donc, on voit la marge des gaspillages plus les corruptions. Aujourd'hui, selon les interrogatoires des accusés, on sait à peu près qu'on est juste sous le milliard de dollars de corruption pratiquement prouvé. 1 milliard de dollars. Sur Sonatrach,
sur Chakib Khalil, on sait qu'avec une seule entreprise italienne, il y a eu 300 millions de dollars de pots de vin. 290 198 millions de dollars. Sur une affaire. Sur 7 contrats de Saipem. 198. Voilà, sur une affaire. Alors, si on prend tous les contrats et qu'on divise le pourcentage de commission par 2 ou par 3, on aboutit à quoi? Mais finalement, moi j'ai la conviction totale que ce n'est pas l'argent qui est important, c'est la dégradation des mœurs, de la pratique politique et la dégradation des institutions qu'on paiera. Ça, on le paiera sur 50 ans.